Voici votre tour d'horizon rapide sur les convulsions au milieu de travail. Bon, assister à une crise, ça peut paraître vraiment terrifiant sur le coup. Mais vous savez, en appliquant simplement le protocole médical 4, on peut très facilement protéger la victime et lui éviter des blessures graves. Alors premièrement, il faut savoir reconnaître la crise. Une convulsion, en fait, c'est pas une maladie en soi, c'est plutôt le symptôme d'autre chose, comme l'épilepsie, un gros coup de chaleur ou une intoxication. Vous allez voir des signes très clairs. Une perte de conscience, le corps qui se raidit, des mouvements involontaires et parfois, oui, des lèvres un peu bleutées ou de l'écume à la mouche. Deuxièmement, pendant la crise, votre objectif numéro 1, c'est vraiment d'éviter les blessures. Alors on ne panique pas, on soutient juste doucement la tête de la personne pour la protéger, mais surtout, on n'essaie jamais de bloquer ses mouvements. Et là, c'est absolument crucial. N'insérez littéralement jamais rien dans sa bouche. Pensez juste à noter l'heure de début et appelez le 911 si la situation s'éternise. Finalement, quand les secousses s'arrêtent enfin, on vérifie les fonctions vitales. C'est là qu'on utilise le fameux ABC de la réanimation. On vérifie les voies respiratoires, la respiration et la circulation. S'il n'y a pas eu de traumatisme lié à une chute, placez tout doucement la personne en position latérale de sécurité, puis couvrez-la pour la garder bien au chaud. En bref, protégez la tête de la victime pendant les secousses et sécurisez sa respiration par la suite, mais pour vraiment maîtriser chaque étape de ce protocole, restez avec nous car notre épisode complet sur ce sujet suit à l'instant. Aujourd'hui, on plonge dans un document que, franchement, la plupart des gens espèrent au fond ne jamais avoir à utiliser au cours de leur vie professionnelle. Ah ça, c'est une certitude, c'est le genre de livre qu'on préfère laisser sur une étagère. Mais si ce jour arrive, la connaissance qui se trouve à l'intérieur représente littéralement la ligne de démarcation entre la vie et la mort. On va faire une exploration approfondie du manuel Secourisme en milieu de travail. C'est publié par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. La fameuse CNSST au Québec, oui. Exactement. Et plus précisément, on analyse la 9e édition, celle qui est parue en 2022. C'est un ouvrage massif. C'est une densité remarquable, vraiment conçu pour encadrer absolument chaque intervention d'urgence imaginable dans un contexte de travail. Et c'est une ressource dont l'importance ne peut vraiment pas être sous-estimée. Ce manuel, il est très éloigné de la théorie abstraite en fait. Il établit des protocoles qui sont rigoureux, qui sont forgés par des données médicales probantes, et tout ça dans un seul but, c'est de structurer la réaction humaine face au chaos total d'une urgence médicale. Et la mission de notre analyse d'aujourd'hui, elle est chirurgicale. On va extraire la moelle d'un chapitre extrêmement spécifique, un chapitre qui aborde une urgence qui provoque presque toujours un effroi et une panique immédiate chez quiconque en est témoin. Oui, c'est le fameux chapitre 4. Voilà, le chapitre 4 consacré aux convulsions, ce que le manuel identifie très cliniquement comme le protocole médical 4. L'objectif pour notre auditoire, c'est de prendre cet événement terrifiant et de le décoder pour en faire un plan d'action maîtrisable. Mais avant de regarder la mécanique de ce protocole, comment la source définit-elle le rôle de la personne qui se retrouve face à cette urgence? Je veux dire, que représente ce secouriste dans le grand écosystème médical? Le manuel est très clair là-dessus. Il positionne le secouriste en milieu de travail comme l'ancrage. C'est vraiment le tout premier maillon de la chaîne d'intervention préhospitalière. Il faut visualiser ça comme une ligne continue de soins. Une chaîne logistique de survie en quelque sorte? C'est ça. À l'extrémité de cette ligne, on trouve l'environnement super contrôlé de l'hôpital, avec les médecins, les équipements de pointe. Juste avant, il y a les techniciens ambulanciers paramédics qui vont stabiliser et transporter. Mais au point d'origine, à la seconde précise où l'incident éclate, la seule ressource disponible, C'est le collègue de bureau. exactement, c'est le collègue. Et selon notre source, le mandat de ce premier intervenant n'est absolument pas de poser un diagnostic. Son mandat, c'est d'évaluer le danger, de reconnaître une détresse, Ok. d'enclencher l'alerte et d'empêcher la situation de se dégrader, tout simplement en attendant les renforts. Bon, décortiquons cela en appliquant cette logique de premier intervenant au protocole 4. Souvent, lorsqu'on parle de convulsion, il y a cette image très stéréotypée qui vient en tête. Mais le manuel de la CNSST propose une définition clinique qui est en fait beaucoup plus large. Beaucoup plus large, oui. On parle de mouvements épisodiques et involontaires. Le texte précise que ces mouvements peuvent être localisés, donc à un seul membre, ou généralisés à l'ensemble du corps. Et le dénominateur commun, la condition absolue, selon le manuel, c'est l'altération de l'état de conscience. La personne n'est tout simplement plus là. Elle n'est plus connectée à son environnement. Et ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont le texte recadre immédiatement ce concept. Une révélation majeure s'impose vraiment dès les premières lignes du chapitre.
Une crise convulsive est identifiée comme un symptôme. Ce n'est pas une maladie en soi. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est un changement de paradigme énorme. Totalement. C'est un symptôme, c'est une alarme. C'est un point crucial parce que la déduction classique pour quiconque voit une personne convulsée, c'est de conclure immédiatement qu'elle souffre d'épilepsie. C'est le réflexe. Et le manuel prend vraiment la peine de séparer les deux idées. Absolument. L'épilepsie est une cause fréquente, bien sûr. Mais la convulsion n'est en réalité qu'une sirène d'alarme. C'est le système nerveux central qui signale une défaillance critique. Face à une agression, qu'elle vienne de l'intérieur du corps ou de l'extérieur, le cerveau crée une véritable tempête électrique. Une tempête électrique, c'est une excellente image. Et cette surcharge électrique, elle se traduit physiquement par ces violentes contractions musculaires qu'on observe. Ce qui rend la lecture de cette section particulièrement frappante, c'est la multitude de déclencheurs possibles, surtout quand on les transpose dans des environnements de travail au quotidien. Le manuel liste des causes qui n'ont rien à voir avec l'épilepsie. Rien du tout, non. Par exemple, on y trouve l'accident vasculaire cérébral, le fameux AVC. On y trouve le traumatisme crânien. Imaginons un instant un travailleur sur un chantier de construction. Il fait une chute ou bien il reçoit un outil lourd sur la tête. L'impact peut déclencher une crise immédiate. Le texte mentionne aussi la fièvre importante, ce qui est une réalité bien connue de quiconque travaille en milieu de garde avec de jeunes enfants. Et la liste s'étend à des situations physiologiques vraiment diverses. Le manuel inclut le coup de chaleur. Ah oui, le coup de chaleur. C'est très sérieux. Un employé qui travaille dans une fonderie ou, disons, dans une usine mal ventilée en plein mois de juillet, il peut voir la température de son cerveau monter à un niveau tel que les neurones disjonctent littéralement. On parle aussi des complications sévères du diabète. Une chute brutale du taux de sucre prive le cerveau de son carburant de base. Et ça entraîne la même tempête électrique. Exactement. Sans oublier les intoxications liées à l'exposition à des produits chimiques industriels ou à des substances toxiques ou même des drogues. C'est vertigineux quand on y pense. Qu'il s'agisse d'un manque d'oxygène dû à un caillot, d'une surchauffe thermique ou d'un choc physique brutal, le cerveau n'a finalement qu'une seule façon d'exprimer son point de rupture maximale et c'est la convulsion. Face à ces causes multiples, à quoi ça ressemble concrètement l'instant où cette alarme se déclenche ? L'apparition est d'une soudaineté absolue. C'est ce qui marque le plus les témoins. Il n'y a généralement aucun avertissement visible pour l'entourage. Le corps perd instantanément son tonus normal pour adopter une rigidité extrême. C'est souvent comparé à la rigidité d'une planche de bois. C'est le raidissement total. Voilà. Et c'est cette rigidité soudaine couplée à la perte de conscience immédiate qui provoque la chute. Et très très souvent, c'est le choc de cette chute inaugurale contre le sol ou contre un meuble qui va causer les toutes premières blessures. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Car le protocole demande aux secouristes de reconnaître une série de manifestations cliniques très intenses. Après cette chute initiale, on observe les fameuses contractions involontaires. Mais le manuel insiste sur d'autres détails. Une respiration qui devient soudainement très bruyante. Très rauque, oui. Parfois accompagnée de sécrétions importantes. Ce qu'on appelle communément dans le langage courant l'écume à la bouche. Et il y a ce détail clinique particulièrement anxiogène qui est mentionné par la source, c'est la cyanose. C'est-à-dire une coloration bleuâtre particulièrement visible au niveau des lèvres. Il est facile de lire le mot cyanose sur une page blanche, mais voir un collègue virer au bleu en salle de pause, ça doit être une expérience terrifiante. Que se passe-t-il exactement sur le plan respiratoire à ce moment-là ? C'est une question fondamentale pour bien comprendre la mécanique de la crise. Pendant la phase de contraction intense, les muscles des bras et des jambes ne sont pas les seuls à être secoués. Le diaphragme, qui est notre principal muscle responsable de la respiration, est lui aussi pris de spasmes violents. Ou bien il se fiche complètement. Donc la pompe ne marche plus. La mécanique respiratoire est brisée, oui. L'air n'entre plus et ne sort plus efficacement. Le sang est très rapidement privé d'oxygène neuf et c'est cette désoxygénation rapide dans le sang qui va donner aux tissus riches en vaisseaux sanguins comme les lèvres ou le bout des doigts cette teinte bleutée. C'est visuellement très choquant et c'est ce qui explique pourquoi le premier réflexe d'un témoin est invariablement la panique. Et c'est justement tout le but du manuel de la CNSST, de substituer un algorithme d'action froide et calculée à cette panique viscérale. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie lorsqu'on passe enfin à l'action ? Le chapitre détaille d'abord les étapes préliminaires. Il faut sécuriser les lieux pour soi-même, vérifier l'absence de réaction de la victime et surtout, demander immédiatement à quelqu'un de contacter les services médicaux d'urgence. Le fameux 911.
Toujours alerter en premier, oui. Ensuite, le manuel réfère aux principes de base de réanimation, souvent résumés par l'évaluation de l'ABC, donc les voies respiratoires, la respiration et la circulation. Mais lorsqu'on arrive au cœur de la convulsion elle-même, le protocole pendant la crise propose des directives qui semblent aller totalement à l'encontre de nos instincts les plus profonds de protection. C'est tout à fait exact. La philosophie de l'intervention change radicalement à cet instant précis. La médecine d'urgence moderne, telle qu'elle est appliquée dans ce manuel, dicte l'approche de retrait partiel. Au lieu d'essayer de contrôler le corps du patient, le protocole exige d'intervenir sur l'environnement autour de lui. Le texte est catégorique là-dessus. Il ne faut absolument pas tenter de restreindre les mouvements de la personne. Mais soyons très honnêtes, si on voit un collègue se débattre violemment au sol et que son bras frappe répétitivement le pied métallique d'un bureau, l'instinct humain le plus basique, c'est de se jeter sur lui, de lui attraper le bras et de le plaquer au sol pour l'empêcher de se blesser. Pourquoi est-ce que le manuel interdit formellement cette réaction ? Parce que les conséquences de cette restriction physique peuvent être dévastatrices. Il faut bien comprendre que lors d'une convulsion, les décharges électriques du cerveau ordonnent aux muscles de se contracter avec une force maximale. C'est totalement hors de contrôle conscient. La puissance mécanique qui est développée par le corps est phénoménale. C'est la force brute du système nerveux. Exactement. Si un secouriste tente de bloquer un membre en plein spasme, la force du muscle contre la résistance extérieure de l'intervenant peut littéralement provoquer des déchirures musculaires sévères, des luxations au niveau des articulations et même des fractures osseuses. L'os peut casser sous la pression. Le remède instinctif devient alors bien pire que le mal. Donc, si on ne peut pas toucher les membres de la personne pour l'empêcher de se cogner, que dicte concrètement le protocole ? L'action doit se porter sur les objets, pas sur le patient. Si la personne convulse près d'un bureau, on tire la chaise au loin, on pousse les poubelles, on éloigne les boîtes, on tasse les outils ou tout équipement dangereux qui traîne. On crée un périmètre de sécurité vide autour de la tempête. La seule exception, vraiment la seule intervention physique directe que le manuel autorise pendant que la personne secoue, ça concerne la protection de la tête. Et c'est une nuance très fine dans le texte. Le manuel indique qu'on doit soutenir la tête de la personne avec les mains ou en glissant un objet mou en dessous, comme un vêtement roulé. Mais le texte précise bien de le faire sans exercer de résistance. C'est donc une protection qu'on pourrait qualifier de guidée. On amortit les chocs contre le sol, on accompagne les mouvements saccadés du crâne, mais on ne cloue surtout pas la tête au sol de force. C'est ça l'idée. On agit comme un coussin dynamique. Et cette notion de protection qui refuse la force brutale nous amène directement à confronter l'une des croyances les plus tenaces et franchement les plus dangereuses en matière de premiers soins. Cela soulève une question importante que le manuel de la CNSST prend grand soin de détruire sans aucune ambiguïté. Oh oui, le fameux mythe de l'objet dans la bouche. Depuis des décennies, on entend cette légende urbaine voulant qu'il faille glisser un portefeuille, un crayon ou même une cuillère en bois dans la bouche de quelqu'un qui convulse. L'idée reçue étant d'empêcher la personne de « ravaler sa langue », entre guillemets. Le protocole rejette cette pratique avec la plus grande fermeté. Qu'est-ce qui rend cette vieille croyance si dangereuse d'un point de vue purement clinique ? Il y a deux raisons fondamentales à ça, l'une anatomique et l'autre traumatique. Premièrement, ravaler sa propre langue, c'est une impossibilité anatomique pure et simple. On ne peut pas l'avaler. Non, c'est impossible. La langue est solidement attachée au plancher de la bouche. Elle ne peut physiquement pas se détacher pour glisser dans la trachée et l'obstruer de cette façon. Deuxièmement, durant une convulsion, les muscles de la mâchoire subissent exactement le même spasme extrême que le reste du corps. La mâchoire se verrouille avec une force inouïe. On parle d'une pression énorme. Oui. Si un secouriste tente de forcer l'ouverture de la bouche pour y insérer un objet dur, il va au-devant de dommages majeurs. D'abord, on risque de briser les dents de la victime. Et le scénario du pire, c'est que l'objet inséré, disons un stylo en plastique qu'on a attrapé sur le bureau, se fracture sous la pression des mâchoires. À ce moment-là, les débris de plastique tombent directement dans l'arrière-gorge de la personne. Et ça crée une obstruction respiratoire totale. Totale et potentiellement mortelle, oui. C'est une image terrifiante, mais qui illustre parfaitement pourquoi le manuel prône d'être un bouclier plutôt qu'un intervenant de force. En résumé, on dégage l'espace, on protège doucement la tête en accompagnant le mouvement, on ne met absolument rien dans la bouche de la personne et on attend. Car toutes les crises finissent par s'estomper. Et c'est là que le manuel nous fait entrer dans une toute nouvelle phase, la gestion de l'après-crise. C'est une transition cruciale. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, le rôle du secouriste pivote à 180 degrés au moment précis où les secousses s'arrêtent. Pendant la crise,
toute l'attention était focalisée sur la prévention des blessures liées aux impacts physiques. Mais quand le calme revient, le corps de la victime entre dans une phase de relâchement musculaire profond. C'est le contre-coup de la tempête. La personne est épuisée, totalement flasque, et généralement elle est toujours inconsciente à ce stade. À cet instant, le danger n'est plus traumatique, le danger devient strictement respiratoire. Le manuel décrit d'ailleurs 2 trajectoires très distinctes à ce stade, selon les circonstances entourant le déclenchement de la crise. Explorons le premier scénario. C'est celui où il n'y a aucune suspicion de traumatisme. Par exemple, un collègue qui travaillait assis à son bureau et qui a simplement glissé de sa chaise vers le sol pour commencer à convulser. Quelle est la directive de la CNSST une fois que les convulsions sont complètement terminées? Dans ce scénario précis où il n'y a pas d'impact violent suspecté, la priorité est de placer la personne en position latérale de sécurité, ce qu'on appelle souvent la PLS. Il faut la tourner sur le côté. La mécanique derrière cette manœuvre est littéralement vitale. Dans cet état de relâchement extrême dont on parlait, la base de la langue, qui est un muscle très volumineux, a tendance à s'affaisser vers l'arrière de la gorge, sous le simple effet de la gravité. Et ça bloque le passage de l'air. Exactement. Et en plus, la crise génère souvent une grande quantité de salive ou même provoque des vomissements. Placer la personne sur le flanc, ça permet à la langue de dégager les voies respiratoires naturellement et ça offre au fluide une voie d'évacuation vers l'extérieur. La gravité fait le travail à notre place pour éviter que la victime s'étouffe avec ses propres sécrétions. C'est un geste simple qui sauve des vies. Mais le manuel soulève le deuxième scénario qui est beaucoup plus complexe. Que se passe-t-il s'il y a un traumatisme évident ou même simplement suspecté ? Reprenons l'exemple de tout à l'heure, le travailleur de la construction qui tombe de son échafaudage ou d'un employé qui s'effondre et qui percute violemment le coin d'une machine industrielle avec sa nuque. Dans ce cas-là, la règle de la position latérale de sécurité est complètement annulée par le protocole. C'est exact. Et c'est là que le discernement et le sang-froid du secouriste sont vraiment testés. Si un traumatisme crânien ou vertébral est suspecté, bouger la personne pour la mettre sur le côté risque d'avoir des conséquences catastrophiques. On pourrait sectionner la moelle épinière avec un fragment d'os fracturé. Ce qui causerait une paralysie irréversible ou même le décès. Voilà. La directive devient alors de maintenir la personne dans la position exacte où elle se trouve. Le secouriste doit stabiliser manuellement la tête et le cou en maintenant l'alignement naturel du corps, sans jamais, au grand jamais, tirer ou forcer. Le défi colossal consiste alors à surveiller de très près la respiration et à s'assurer que les voies respiratoires restent dégagées, tout en refusant de compromettre l'axe de la colonne vertébrale. C'est une responsabilité énorme. Mais au-delà de ces manœuvres de survie qui sont extrêmement techniques, la lecture de ce manuel révèle une consigne qui, je trouve, touche à une dimension beaucoup plus humaine de l'intervention. Il est spécifiquement écrit dans le protocole de couvrir la personne après la crise. Bien sûr, en secourisme, on veut toujours prévenir la perte de chaleur et l'hypothermie de la victime, mais le texte aborde une réalité physiologique bien précise et qui est, disons-le, souvent ignorée. On parle de l'incontinence. C'est un détail clinique d'une grande profondeur en fait. Le relâchement total du système nerveux et des muscles lisses à la toute fin d'une convulsion entraîne très fréquemment une perte de contrôle de la vessie ou des intestins. En intégrant cette directive de couvrir la victime, le manuel rappelle que le patient n'est pas juste un corps à réparer. C'est un être humain. C'est une personne extrêmement vulnérable. Une personne qui va éventuellement reprendre conscience, qui va être confuse, très terrifiée, et tout ça entourée de collègues ou de clients sur son lieu de travail. Couvrir la personne avec un manteau ou une couverture, c'est lui fournir un bouclier de dignité immédiat. C'est vraiment l'essence d'un protocole qui se veut à la fois scientifiquement rigoureux et profondément respectueux de la condition humaine. Le secouriste doit gérer l'intégrité physique d'un côté et la dignité psychologique de l'autre. C'est fort. Enfin, il y a une dernière tâche qui est assignée au premier intervenant par ce chapitre. C'est une responsabilité d'observation. Le manuel demande de noter le plus précisément possible l'heure à laquelle la crise a débuté et l'heure à laquelle elle s'est arrêtée. Or, quand on est au cœur de l'action, avec l'adrénaline au maximum, regarder sa montre semble être la dernière de nos priorités. En quoi cette mesure du temps est-elle si fondamentale pour la suite des choses ? Parce que dans l'urgence, notre perception du temps s'effondre complètement. Une crise qui dure 60 secondes semblera durer 10 longues minutes pour un témoin qui est terrifié. Or, pour les équipes paramédicales et les urgentologues qui vont prendre le relais, le chronomètre est un outil diagnostique majeur. Ça dicte leur traitement. Absolument.
Une crise qui se résorbe d'elle-même en 1 ou 2 minutes indique un certain type de réponse neurologique. Mais une crise qui dépasse les 5 minutes ininterrompues fait basculer la situation dans ce qu'on appelle médicalement un état de mal épileptique. Un état de mal épileptique. Oui, et c'est une urgence vitale de niveau supérieur. Ça exige l'administration immédiate de médicaments puissants par voie intraveineuse pour forcer le cerveau à s'éteindre sous peine de dommages cérébraux irréversibles. Le secouriste qui arrive à fournir ces 2 données temporelles exactes, le début et la fin, remet une pièce maîtresse au corps médical pour sauver le patient. Ce parcours à travers les directives du chapitre 4 est une véritable révélation pour quiconque prend la peine de s'y attarder. Ça nous démontre qu'en comprenant la mécanique de la crise et la logique derrière chaque interdiction et chaque action du protocole, l'angoisse cède la place à la compétence. Quiconque écoute cette analyse aujourd'hui dispose désormais d'une carte mentale claire face à l'inattendu. C'est le but ultime. L'objectif n'est pas de s'improviser médecin. L'objectif, c'est de refuser d'être le témoin pétrifié par la peur. C'est savoir qu'il faut repousser le mobilier, protéger la tête avec douceur, laisser le corps s'exprimer sans contrainte physique, refuser catégoriquement de bloquer la bouche, puis, quand c'est fini, placer la personne en sécurité et préserver son intimité tout en gardant un œil clinique sur la montre. C'est la capacité d'offrir une protection à la fois sécuritaire et respectueuse à toute personne frappée par cette tempête neurologique. C'est un résumé parfait de la mission du premier intervenant en milieu de travail. Et si l'on devait pousser l'analyse de cette source jusqu'à sa conclusion logique, il y a une réflexion vertigineuse qui émerge de cette insistance du manuel à définir la convulsion comme un simple symptôme. Un symptôme et non une maladie, oui. Puisque c'est une alarme et puisqu'il faut noter l'heure exacte de la fin des secousses, on réalise que l'arrêt des mouvements physiques ne signifie pas du tout la fin de l'urgence. Au contraire, le retour au calme marque le commencement du véritable mystère. Le secouriste a vaillamment tenu le fort pendant que l'ouragan faisait rage, mais quand le silence revient et que le patient respire, le défi est transféré. L'enquête commence. C'est à ce moment précis que commence le grand travail d'investigation de la médecine. Il faut découvrir quelle faille silencieuse a bien pu pousser le cerveau à déclencher une telle tempête à l'intérieur de ce corps. C'est une perspective puissante qui illustre parfaitement le rôle charnière du secouriste. Maintenir la vie et protéger le corps pour permettre à la médecine de faire son œuvre par la suite. Nous espérons que cette plongée approfondie au cœur de nos sources aura transformé votre, disons, la perception de notre auditoire concernant ces protocoles d'urgence. À très bientôt pour une nouvelle analyse fascinante de la science qui encadre notre quotidien. Au revoir et n'arrêtez jamais d'explorer les connaissances qui peuvent un jour faire toute la différence. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.